Ils n'ont jamais utilisé le mot complot. Ils n'en avaient pas besoin. Tout s'est fait à voix basse, par regards échangés, par décisions préparées ailleurs, puis déposées devant moi, comme des évidences. C'est ainsi que j'ai compris, ce jour-là, que quelque chose se tramait sans moi. La phrase est venue d'un ton faussement neutre. On m'a dit que certaines choses avaient été disputées, que ce serait plus simple ainsi, que je n'avais pas à m'inquiéter. Cette manière de parler à propos de moi, plutôt qu'avec moi, a créé un froid immédiat. Je les regardais, assis autour de la table, unis dans une entente silencieuse qui ne me laissait aucune place. J'ai demandé de quoi il s'agissait exactement, mais ils ont hésité. Pas longtemps. Puis l'un d'eux a expliqué que l'on s'était renseigné, que des options existaient, qu'il valait mieux anticiper pendant que tout allait encore bien. Le mot anticiper revenait, encore et encore, comme un talisman destiné à masquer autre chose. Anticiper quoi? Sinon ma mise à l'écart progressive. Je sentais que la discussion avait commencé bien avant moi, que des conversations avaient eu lieu ailleurs, dans des pièces où je n'étais pas invitée. J'étais arrivée trop tard, comme on arrive à la fin d'une réunion, où les décisions sont déjà actées. Mon rôle semblait réduit à celui d'une approbation attendue. Quand j'ai dit que je n'étais pas au courant, on m'a répondu que c'était pour m'éviter du stress. Cette phrase m'a frappée de plein fouet. Pour m'éviter du stress. Comme si me priver d'informations était une attention. Comme si l'on pouvait décider de ce qui m'inquiétait sans même me demander. Je me suis sentie encerclée, non par des cris, mais par une unanimité feutrée. Ils parlaient d'une seule voix, ou presque. Chacun ajoutait une précision, un argument, une inquiétude partagée. Ce cœur bienveillant avait quelque chose d'oppressant. Je comprenais soudain que, seule, je n'aurais pas beaucoup de poids face à cette harmonie fabriquée. J'ai demandé si quelqu'un avait déjà pris des engagements sans moi. Un silence a suivi. Pas un silence vide. Un silence chargé, lourd de réponses non dites. Puis on m'a dit que non, bien sûr que non. Pas encore. Mais ce pas encore flottait comme une menace polie, et signifiait que la machine était lancée, et qu'il serait bientôt trop tard pour l'arrêter. À cet instant précis, j'ai ressenti une peur froide. Pas la peur de perdre quelque chose de matériel. La peur de perdre ma voix, de devenir l'objet d'une décision collective dont j'étais exclue au nom de mon propre bien. Cette peur-là est différente. Elle est plus sournoise, plus paralysante. Je me suis surprise à douter de moi, à me demander si je ne voyais pas le mal partout, si je n'exagérais pas. Après tout, il disait agir pour moi. Il parlait de protection, de sécurité, de tranquillité. Des mots rassurants, presque irréprochables. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. J'ai compris alors que le complot ne réside pas toujours dans l'intention de nuire. Il peut naître d'une certitude partagée, celle que l'autre n'a plus besoin de décider. Quand plusieurs personnes s'accordent sur cette idée, sans la confronter à celle qui est concernée, le piège se referme doucement. Je leur ai dit que je voulais du temps, que je ne pouvais pas accepter ce qui m'était présenté sans réflexion. La réaction a été immédiate. On m'a dit que je compliquais les choses, que je retardais l'inévitable, que je ne voyais pas la situation avec assez de recul. Ces mots-là m'ont fait l'effet d'un verdict. Mon recul était jugé insuffisant. Mon jugement, déjà affaibli. Quand la discussion s'est terminée, j'étais épuisée. Pas physiquement, moralement. J'avais la sensation d'avoir lutté contre un courant invisible. Ils sont partis avec l'air de ceux qui ont fait leur devoir. Moi, je suis restée avec une certitude lourde. Quelque chose se jouait dans mon dos, et je n'étais plus sûre de pouvoir l'arrêter seule. Ce soir, je n'ai pas dormi. Je repassais chaque phrase, chaque regard. Je notais mentalement les incohérences, les non-dits. Et peu à peu, une idée s'est imposée. Si ma famille avait décidé de parler à ma place, alors je devais trouver quelqu'un qui m'écouterait vraiment. Je ne savais pas encore qui consulter. Je ne connaissais pas les démarches. Mais une chose était claire. Rester dans ce cercle fermé, émotionnel, où chacun se renvoyait une légitimité mutuelle, serait une erreur. Ma famille avait comploté. Pas forcément contre moi, mais sans moi. Et si je voulais rester actrice de ma vie, il me fallait sortir de ce huis clos. Ce soir, pour la première fois, j'ai compris que consulter n'était pas un aveu de faiblesse. C'était peut-être la seule manière de reprendre la parole. Avant que je ne découvre ces discussions menées sans moi, il y avait eu une vie simple, construite, pas à pas,
sans calcul caché ni arrière-à-pensée, une vie où je n'avais jamais eu besoin de me méfier de ceux que j'aimais. Je croyais alors que la famille était un espace naturel de protection, un lieu où l'on ne complote pas, précisément parce qu'on se connaît trop bien. J'ai toujours été une femme organisée, pas par goût du contrôle, mais par habitude. Très tôt, j'ai compris que la stabilité se construit dans les détails. Les factures réglées à temps, les papiers classés, les décisions prises sans attendre que d'autres s'en chargent. J'aimais savoir où j'allais. Cela me donnait une liberté discrète, mais réelle. Mon mari et moi avions partagé cette façon de vivre. Nous n'étions pas riches, mais nous étions cohérents. Chacun connaissait sa place, et aucune décision importante ne se prenait sans discussion. Quand il est mort, trop tôt, cette cohérence a été mise à l'épreuve. Je me suis retrouvée seule face à des démarches complexes, à des choix lourds. Et pourtant, je n'ai pas vacillé. J'ai appris, j'ai demandé, j'ai décidé. C'est à cette période que j'ai vraiment pris conscience de ma propre capacité. Personne ne m'a tenu la main. Personne n'a douté que je saurais faire. J'étais encore perçue comme une femme solide, fiable, responsable. On me consultait. On respectait mes décisions. J'existais pleinement. Mes enfants ont grandi avec cette image-là. Une mère autonome, qui ne se plaint pas, qui assume. Je pensais que cette image resterait intacte, qu'elle me protégerait naturellement le jour où les années commenceraient à se voir davantage sur mon visage. Je n'avais pas envisagé qu'elle puisse se retourner contre moi. Avec le temps, pourtant, quelque chose a changé. Pas dans mes actes, mais dans le regard posé sur moi. On a commencé à me dire que je faisais trop, que je pouvais me reposer, que je n'avais plus besoin de m'occuper de tout. Des phrases prononcées avec douceur, presque avec tendresse, mais qui portaient en elles une idée nouvelle, celle que je devais progressivement lâcher prise. Je n'y ai pas prêté attention tout de suite. J'avais confiance. Je pensais que ces paroles venaient d'une inquiétude sincère. Je continuais à vivre comme avant, persuadée que mes gestes quotidiens suffisaient à démontrer que j'étais encore parfaitement capable. Je prenais mes rendez-vous seule. Je gérais mes comptes. Je faisais des projets, modestes mais choisis. Rien, absolument rien, ne justifiait qu'on commence à parler de moi comme d'une personne à protéger contre elle à même. Et pourtant, cette idée s'installait, lentement, insidieusement. Je me souviens d'un moment précis, une discussion anodine, en apparence, où quelqu'un a dit « Plus tard, ce sera plus compliqué pour toi ». Cette phrase n'était pas méchante. Elle était prononcée comme une évidence, mais elle m'a laissée silencieuse. Elle contenait déjà une projection, celle d'un futur, où ma parole compterait moins. La vie d'avant, celle où je décidais sans me justifier, commençait à se fissurer non pas à cause de mes limites réelles, mais à cause de limites supposées. On ne me demandait plus seulement ce que je voulais. On anticipait ce que je ne pourrais plus faire. Je ne me suis pas rebellée. Pas encore. J'ai continué à croire que le dialogue suffirait. Que rappeler calmement ce que je faisais encore permettrait de dissiper ces inquiétudes. Je pensais que l'on ne peut pas comploter quand on a grandi ensemble, quand on a partagé tant de choses. Aujourd'hui, en repensant à cette période, je comprends à quel point j'étais confiante. Pas aveugle, mais confiante. Je n'avais pas imaginé que cette confiance pourrait être interprétée comme une disponibilité à céder. Je n'avais pas vu que, pendant que je continuais à vivre, certains commençaient déjà à réfléchir à ma place. La vie d'avant n'était pas fragile. Elle était solide, cohérente, construite sur des années d'autonomie. C'est précisément pour cela qu'elle dérangeait peut-être. Parce qu'une femme âgée qui reste autonome ne correspond pas toujours à ce que l'on attend d'elle. Elle complique les plans, elle oblige à écouter. Ma famille n'avait pas encore comploté ouvertement. Mais le terrain était prêt. Les habitudes avaient changé, le regard avait glissé. Et sans que je le sache encore, la vie d'avant, celle où j'étais naturellement au centre de mes décisions, était déjà en train de devenir un souvenir. C'est de cette vie-là que je tirerais pourtant la force de ne pas accepter ce qui allait suivre. Parce qu'on ne renonce pas facilement à ce que l'on a construit toute une vie. Après cette vie d'avant, stable et silencieusement solide, les signes ont commencé à apparaître. Pas comme des alertes claires, mais comme de petites anomalies, presque polies. Des détails qui, pris séparément, auraient pu sembler insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinaient une intention.
Au début, ce furent des conversations tronquées, des phrases commencées, puis interrompues quand j'entrais dans la pièce. Des regards échangés, rapides, chargés d'une complicité qui m'excluait sans me nommer. Je me disais que j'imaginais, que la fatigue me rendait soupçonneuse. J'avais encore envie de croire que rien ne se décidait sans moi. Puis il y eut ces questions étranges. Pas des questions ouvertes, mais orientées. On me demandait si je me souvenais bien de certaines choses, si je n'avais pas oublié un rendez-vous, si je ne trouvais pas que certaines démarches devenaient compliquées. Ces interrogations étaient toujours accompagnées d'un sourire, d'une main posée sur mon bras, comme pour adoucir ce qu'elles insinuaient. Je répondais calmement, je précisais, je rassurais. Et pourtant, je sentais que mes réponses n'étaient pas vraiment entendues. Elles semblaient glisser, comme si l'on cherchait moins à comprendre qu'à confirmer une idée déjà formée. Mais un jour, l'un d'eux a évoqué une discussion récente. Il a dit « on en a parlé », sans préciser avec qui. Ce « on » m'a frappé. J'en faisais partie. Pensais à je. Mais non. Le « on » excluait. Il désignait un cercle dont j'étais absente. Et cette absence, soudain, n'était plus accidentelle. Je me suis alors mise à observer autrement, à écouter ce qui n'était pas dit, à noter mentalement les glissements, les décisions présentées comme déjà réfléchies, les solutions proposées avant même que j'exprime un problème. On anticipait pour moi, et surtout, sans moi. Les conseils ont pris une tournure plus insistante. On me suggérait de déléguer un peu, juste pour voir, juste pour me soulager. Le mot temporaire revenait souvent, comme une promesse vague. Je savais pourtant qu'il n'y a rien de plus durable qu'une décision dite provisoire. Je ressentais une fatigue nouvelle. Pas celle du corps, mais celle de devoir constamment prouver que j'étais encore capable. Cette fatigue-là est sournoise. Elle ne vous cloue pas au lit. Elle vous pousse à vous taire pour éviter d'expliquer encore, de justifier encore, d'insister encore. Un après-midi, j'ai surpris une conversation téléphonique. Rien de scandaleux. Juste des phrases à demi à mots. Des inquiétudes confirmées. Des décisions envisagées. Mon nom prononcé comme celui d'un dossier à traiter. J'ai compris à cet instant que ce que je ressentais n'était pas une intuition isolée, ni c'était une réalité en train de se construire. Ah, je n'ai rien dit tout de suite. J'avais besoin de comprendre jusqu'où cela allait. J'ai observé les changements de ton, les silences appuyés quand je posais trop de questions, les réponses évasives. Tout cela formait un langage parallèle, un langage qui ne m'incluait plus. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la méchanceté. Il n'y en avait pas. C'était la certitude tranquille avec laquelle on semblait décider pour moi. Comme si mon consentement n'était plus indispensable. Comme si ma présence suffisait, même silencieuse. Je me suis alors demandé quand exactement j'avais cessé d'être perçue comme une personne à part entière pour devenir une situation à gérer. Cette question m'a accompagnée plusieurs nuits. Elle n'appelait pas une réponse affective, mais une réponse lucide. Je comprenais désormais que le complot ne se manifeste pas toujours par des actes brutaux. Il peut prendre la forme d'un consensus familial, d'une inquiétude partagée, d'une bonne intention collective qui, peu à peu, étouffe la voix de celle qu'elle prétend protéger. À partir de ce moment-là, je n'ai plus douté de mes perceptions. Les signes étaient trop nombreux, trop cohérents. Il ne s'agissait plus de malentendus, mais d'une organisation discrète, méthodique, où l'on préparait l'après, sans m'y associer vraiment. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Pas une colère immédiate, une vigilance nouvelle. J'ai compris que rester passive reviendrait à accepter cette mise. L'écart progressif, que mon silence, cette fois, serait interprété comme un accord. Ma famille n'avait pas encore agi ouvertement, mais elle avait commencé à penser sans moi. Et c'est dans cette prise de conscience, lente mais irréversible, que s'est imposée une nécessité. Si je voulais rester actrice de ma vie, il ne suffirait plus d'observer. Il faudrait, tôt ou tard, consulter quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce cercle fermé. Quelqu'un qui m'écouterait sans décider à ma place. La preuve n'est pas arrivée comme une révélation brutale. Elle s'est imposée par une succession de détails concrets, impossibles à nier une fois réunis. Jusqu'à là, je pouvais encore me dire que j'exagérais, que j'interprétais trop. Ce jour-là, cet échappatoire m'a été retiré. Ils sont venus un après-midi, tous les deux.
Ils ont pris place dans le salon avec une assurance tranquille, celle de ceux qui pensent avoir déjà balisé le terrain. L'un d'eux a posé une enveloppe sur la table basse. Elle était épaisse, trop épaisse pour contenir une simple information. On m'a dit que c'était pour me rassurer, que je devais regarder calmement, que tout avait été pensé pour mon bien. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des documents imprimés, des notes, des tableaux, des propositions rédigées avec soin. On parlait de réorganisation, de gestion future, de décisions à anticiper. Mon nom apparaissait plusieurs fois, mais jamais comme celui qui décide. J'étais mentionné comme une situation, un cas, un avenir à sécuriser. Tout était formulé de manière neutre, presque professionnelle. J'ai senti un froid précis me traverser. Pas une panique, mais une lucidité tranchante. Ces documents n'avaient pas été préparés la veille, ils étaient le fruit de discussions longues, répétées, réfléchies. Des discussions auxquelles je n'avais jamais été conviée. J'ai demandé depuis quand cela existait. On m'a répondu que ce n'était qu'un projet, qu'il n'y avait rien de définitif, qu'il fallait bien réfléchir à l'avenir. Ces réponses flottaient, vagues, comme si la chronologie importait peu. Mais pour moi, elle était essentielle. Elle révélait l'ampleur de ce qui m'avait été caché. J'ai demandé qui avait participé à ces réflexions. Oh, un silence s'est installé. Puis on m'a dit que plusieurs personnes s'étaient inquiétées, que l'on s'était renseigné, que l'on avait pris conseil. Pas juridique, AATA ont précisé, mais pratique. Ce détail a été décisif. Ils avaient cherché à savoir comment faire, non si c'était légitime. Je feuilletais les pages lentement. Chaque ligne confirmait ce que je redoutais. Miss, on avait déjà imaginé les étapes, les délais, les rôles de chacun. Ma parole n'était attendue qu'à la fin, pour valider ce qui avait été construit sans elle. Quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord, la réaction a été immédiate. Pas violente. Déconcertée. On m'a expliqué que je prenais les choses trop personnellement, que ce n'était pas contre moi, que je devais comprendre l'intention. Toujours cette intention brandie comme un bouclier. J'ai répondu que l'intention n'efface pas la méthode. Que décider pour quelqu'un, même avec de bonnes raisons, reste une décision prise sans lui. Et que cela, je ne pouvais pas l'accepter. On a tenté de minimiser, de dire que je n'avais pas encore signé, que rien n'était enclenché officiellement. Mais c'était précisément cela qui rendait la situation si claire. On attendait que je cède, que je fatigue, que je finisse par dire oui parce que tout serait déjà prêt. Je me suis sentie profondément trahie. Pas dans l'affect, mais dans la confiance. On m'avait exclu d'une réflexion qui me concernait directement. On avait supposé que mon consentement viendrait après coup, par lassitude ou par souci de paix. À cet instant, j'ai compris que le mot complot n'était pas excessif. Il ne s'agissait pas d'un plan malveillant, mais d'une entente silencieuse, construite hors de ma présence, pour orienter mon avenir. Et ce type d'entente, quand il vise à réduire la voix de l'un, mérite d'être nommé. J'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai reposée sur la table. J'ai dit que je ne donnerais aucune suite à ces documents, que je voulais du temps, que je souhaitais désormais être informé de toute discussion me concernant. Mon ton était calme, plus calme que je ne l'aurais cru possible. Ils ont réagi par l'inquiétude, puis par l'agacement. On m'a dit que je compliquais les choses, que je refusais d'entendre, que je m'obstinais. Ces mots n'avaient plus le même pouvoir. Ils glissaient sur moi. J'avais devant moi une preuve matérielle. Je n'étais plus dans l'interprétation. Quand ils sont partis, je suis restée longtemps assise, les documents devant moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je ressentais quelque chose de plus grave et de plus solide. La certitude que je ne pouvais plus rester dans le flou. Ce jour-là, j'ai cessé de me demander si j'exagérais. La preuve était là, noir sur blanc. Ma famille avait comploté, non pour me nuire, mais pour décider à ma place. Et cette distinction ne changeait rien à l'essentiel. J'avais été écartée. Et désormais, je savais que pour reprendre ma place, il ne suffirait pas de parler plus fort. Il faudrait consulter. Sortir de ce cercle fermé. Chercher un regard extérieur, neutre, capable de me rappeler ce que l'on avait commencé à oublier. Tant que je suis lucide, ma vie m'appartient.
Ce jour-là, la décision était prise. Non dans la colère, dans la clarté. Après cette découverte, le temps a semblé ralentir. Les jours passaient, mais mon esprit restait fixé sur ces documents posés sur la table, sur cette enveloppe qui avait mis fin à mes doutes. Je n'étais plus dans l'intuition, ni dans l'interprétation. J'étais face à une réalité claire, presque clinique. Et cette clarté, paradoxalement, m'a d'abord laissé sans réaction. Je me suis demandé comment j'avais pu ne pas voir plus tôt. Comment j'avais pu continuer à croire que le dialogue suffirait, que l'affection empêcherait les décisions prises sans moi. Cette question revenait sans cesse, accompagnée d'une forme de culpabilité sourde. Puis j'ai compris qu'elle était injuste. Je n'avais pas fermé les yeux par faiblesse. Je l'avais fait par confiance. Cette confiance-là avait été utilisée comme un terrain favorable. On ne m'avait pas menti frontalement. On m'avait simplement tenu à l'écart. Et c'est souvent ainsi que les choses deviennent graves. Quand on décide que quelqu'un n'a plus besoin de savoir. Je repensais à toutes ces petites phrases entendues au fil des mois, à ces conseils répétés, à ces regards échangés quand je parlais, à ces silences soudains quand j'entrais dans une pièce. Tout prenait désormais un sens cohérent. Ce n'était pas un enchaînement d'événements isolés, c'était une construction progressive. La prise de conscience la plus douloureuse n'a pas été celle du complot, mais celle de mon effacement progressif. J'avais continué à vivre, à décider, à agir, persuadé que cela suffisait. Pendant ce temps, d'autres avaient commencé à réfléchir à ma place, convaincus que mon autonomie n'était plus qu'une apparence. Je me suis aussi interrogée sur leur intention réelle. Voulait-on me protéger? Sans doute, en partie. Voulait-on se rassurer? Certainement. Mais au-delà de ces motivations, il y avait une certitude commune, celle que ma voix pouvait être contournée sans conséquence. Et c'est cette certitude-là que je ne pouvais plus accepter. J'ai pris mon carnet et j'ai relu tout ce que j'y avais noté depuis des semaines. Les dates, les phrases exactes, les comportements étranges. Cette relecture a été décisive. Elle m'a libérée d'un dernier doute. Je n'étais pas en train de dramatiser. J'étais simplement en train de nommer ce qui existait déjà. À mesure que je relisais, une autre évidence s'est imposée. Puis rester dans le cadre strictement familial me condamnait à l'impuissance. Dans ce cadre-là, tout était émotionnel, flou, négociable. Les rôles y étaient figés. J'étais la mère, la femme à protéger, celle qui devait comprendre. Tant que je resterais là, ma parole serait toujours filtrée par l'affect. Je me suis alors posé une question simple, presque brutale. Que se passerait à il si je ne faisais rien? La réponse a été immédiate. Les discussions continueraient sans moi. Les décisions se préciseraient. Et un jour, on me présenterait un fait accompli, entouré de bonnes intentions et d'arguments rationnels. Cette perspective m'a glacé plus sûrement que la colère. Ce n'était pas une peur panique, mais une peur lucide. Celle de perdre, sans bruit, le droit de décider de ma propre vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais sortir de ce huis clos, que je ne pouvais plus me contenter d'observer, ni même de refuser, ponctuellement. Il me fallait un appui extérieur. Quelqu'un qui n'était ni mon enfant, ni mon proche. Quelqu'un qui n'avait aucun intérêt affectif à orienter mes choix. Consulter n'était plus une option abstraite. C'était une nécessité. Je n'avais pas encore décidé qui voir, ni comment. Je ne connaissais pas les démarches. Mais une chose était claire. Je ne pouvais plus rester seule face à un groupe qui avait déjà commencé à penser sans moi. Chercher conseil ne signifiait pas trahir ma famille. Cela signifiait me protéger. Cette prise de conscience a été silencieuse, mais irréversible. Elle ne s'est pas traduite par des mots prononcés à haute voix, ni par une confrontation immédiate. Elle s'est inscrite en moi comme une ligne claire. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne décider de ce que je devais savoir ou ignorer. Alors, ma famille avait comploté, consciemment ou non. Moi, je venais de comprendre que continuer à me taire serait une forme d'abandon. Ce jour-là, sans colère excessive, sans geste spectaculaire, j'ai fait le choix le plus important depuis longtemps, celui de chercher un regard extérieur, neutre, capable de me rappeler ce que l'on avait commencé à oublier autour de moi. Que tant que je suis lucide, ma parole compte. Et que pour la défendre, il fallait désormais consulter. Même la décision de consulter ne s'est pas faite dans l'urgence, mais dans un calme nouveau, un calme ferme, presque méthodique. J'avais cessé d'espérer que les choses se rééquilibreraient,
dès la même. 3. J'avais compris que, pour sortir du cercle affectif où tout se brouillait, il me fallait un espace neutre, où les mots reprennent leur poids exact. J'ai choisi avec soin. Je ne voulais pas d'un conseil recommandé par l'un d'eux, ni d'un nom glissé à la volée lors d'une conversation prétendument anodine. Je voulais quelqu'un qui ne me connaisse pas, qui n'ait aucune histoire avec la mienne. Quelqu'un pour qui je ne serais ni une mère, ni une situation délicate, mais une personne qui vient exposer des faits. Le jour du rendez-vous, j'ai emporté mon carnet. Pas pour me rassurer, mais pour rester précise. J'avais appris que, face aux intentions floues, la précision est une protection. Je me suis installée, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. Je n'ai pas cherché à convaincre. J'ai décrit. Les discussions sans moi. Les documents préparés à l'avance. Les phrases répétées, les pressions déguisées. Les décisions présentées comme déjà réfléchies. J'ai dit ce que j'avais ressenti, mais surtout ce que j'avais constaté. Le reste, je l'ai laissé de côté. En face de moi, on m'écoutait sans m'interrompre. Cette écoute alla ma surprise. Pas de conseil immédiat. Pas de jugement sur les intentions de ma famille. Juste des questions claires, posées au bon moment. Avez à vous signer quelque chose? Avez à vous donner un accord écrit? Avez à vous exprimer un refus explicite? À chaque fois, j'ai répondu non. Alors la personne a posé les bases. Calmement. Tant que je comprends ce que l'on me propose, tant que je suis en capacité d'exprimer ma volonté, personne ne peut décider à ma place. Ni par inquiétude, ni par affection, ni par anticipation. L'âge, m'a on rappelé, n'est pas une incapacité juridique. Il ne devient un argument que lorsqu'on renonce à s'en défendre. Ces mots ont eu un effet immédiat. Ils n'étaient ni rassurants, ni dramatiques. Ils étaient justes. Et cette justesse m'a redonné une stabilité intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas en faute. Je n'avais rien à réparer. J'avais simplement à poser un cadre. Nous avons ensuite parlé concrètement de ce que je voulais préserver. De ce que je refusais absolument. Pas de délégation générale, pas de décision prise en mon absence, pas de document flou qui laisse place à l'interprétation. Tout devait être clair, limité, réversible. Chaque point était noté, reformulé, validé par moi. La question du testament est venue naturellement. Elle ne m'a pas effrayée. Elle m'a, au contraire, apaisée. Écrire ce que je veux, noir sur blanc, ce n'est pas annoncer une fin. C'est empêcher les récits futurs de se construire sans moi. C'est rester présente dans ce qui me survivra, si un jour cela devait arriver. J'ai compris à cet instant que consulter n'était pas un acte de rupture. C'était un acte de continuité. La continuité de ma volonté, de ma cohérence, de ce que j'avais toujours été. Une femme qui décide, qui assume, qui ne délègue pas sa vie par fatigue. En sortant, je n'ai ressenti ni euphorie ni triomphe. Une forme de gravité, tranquille. J'avais posé des fondations solides. Invisibles peut-être, mais réelles. Je savais que les choses allaient changer, même si personne ne le savait encore autour de moi. Je n'ai informé personne de cette consultation. Pas par dissimulation, mais par prudence. Ce que j'avais fait ne concernait pas les débats familiaux. Cela concernait mes droits. Et je savais que, si j'en parlais trop tôt, on tenterait de m'atteindre là où j'avais longtemps été vulnérable. L'émotion. Les jours suivants, j'ai observé sans intervenir. J'avais cessé d'argumenter. J'avais cessé de me justifier. Ce silence à là n'était plus une absence, c'était une posture. Ma famille avait comploté, persuadée que je finirais par céder. Moi, j'avais consulté, convaincu qu'il était temps de sortir de ce jeu invisible. Ce jour à là, sans bruit, sans affrontement, j'ai repris ma place. Et je savais que ce choix, une fois posé, serait irréversible. Après la consultation, je n'ai rien changé en apparence. Je continuais à répondre poliment, à écouter, à participer aux échanges familiaux, comme auparavant. Mais quelque chose avait basculé en moi. Je ne cherchais plus à être comprise. Je savais désormais que la compréhension n'était pas l'enjeu. Le cadre, lui, l'était. Les premiers effets ont été presque imperceptibles. Une demande restait sans suite, parce qu'elle ne passait plus par moi. Une démarche qui nécessitait désormais mon accord explicite. Des interlocuteurs qui, soudain,
me demandait directement ce que je voulais faire. Je n'avais rien annoncé et pourtant, le terrain avait changé. Un jour, l'un d'eux m'a appelé. Le ton était inhabituellement prudent. Il voulait savoir si j'avais fait des démarches. Récemment, la question était posée avec un sourire dans la voix, mais je sentais la tension derrière. J'ai répondu calmement que j'avais simplement pris conseil. Rien de plus, rien de moins. Le silence qui a suivi a été éloquent. Puis il a dit que ce genre de choses aurait mérité d'être discuté en famille. Cette remarque m'a frappée par son renversement. Décider sans moi n'avait pas nécessité de discussion, mais me protéger. Moi, aurait dû passer par un consensus. J'ai répondu que consulter n'était pas décider contre quelqu'un. C'était décider pour soi. Mais ils ont tenté de minimiser, de dire que je m'inquiétais pour rien, que tout cela était exagéré. Mais leurs gestes les trahissaient. Les échanges se faisaient plus hésitants. Les certitudes se fissuraient. Je voyais bien qu'ils comprenaient que la marge de manœuvre s'était réduite. Puis, il y a eu cette rencontre, autour d'une table que je connaissais trop bien. Les regards n'étaient plus les mêmes. On ne parlait plus de projet, mais de procédure. Plus d'intention, mais de possibilité. On me demandait ce que j'avais décidé, non ce que l'on pensait faire pour moi. Cette inversion, si simple, en apparence, disait tout. L'un d'eux a fini par poser la question qui brûlait toutes les lèvres. Qu'est-ce que tu as exactement mis en place ? Je n'ai pas détaillé. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement répondu que rien ne se ferait désormais sans mon accord clair, écrit et éclairé. Que tout était cadré. Que c'était réversible, réfléchi et conforme à la loi. Ma voix était posée. Sans défi. Sans colère. La réaction a été vive. Pas violente, mais révélatrice. On m'a reproché de créer de la distance. De ne plus faire confiance. De transformer la famille en espace administratif. Ces mots cherchaient à me ramener sur le terrain affectif, là où j'avais longtemps été vulnérable. Je les ai laissés passer. J'ai dit que la confiance n'exclut pas la clarté, que l'amour ne dispense pas du respect, et que le cadre protège tout le monde, y compris eux. Cette phrase a clos la discussion. Non parce qu'elle convainquait, mais parce qu'elle ne laissait plus de prise. À cet instant précis, j'ai compris que le piège se refermait. Pas un piège que j'avais tendu, un piège qu'ils avaient eux-mêmes construit, en pariant sur mon silence prolongé. Ils avaient avancé sans moi, en pensant que je finirais par céder. Ils se retrouvaient désormais face à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. Je savais ce que je faisais. Et je ne reculerais pas. N'avais pas. Les jours suivants ont confirmé ce basculement. Les échanges se sont espacés. Les demandes sont devenues plus prudentes. On me consultait avant d'agir. Parfois à contre-cœur, parfois sincèrement. Peu importait. La forme avait changé, et avec elle, l'équilibre. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni revanche. Juste une stabilité nouvelle. Je n'étais plus en position défensive. Je n'avais plus à justifier chaque refus. Le cadre parlait pour moi. Et ce silence-là, encadré, assumé, était d'une efficacité redoutable. Ils avaient pensé que je céderais par fatigue. Ils découvraient que la fatigue avait laissé place à une détermination calme. Résister ainsi, sans éclat, sans accusation, demandait une forme de courage que je ne soupçonnais pas en moi. Ce courage n'était pas celui de l'affrontement, mais celui de la constance. Rester ferme sans devenir dur. Rester claire sans devenir froide. Ce jour-là, en quittant la table, j'ai senti que quelque chose était définitivement clos. Pas une relation, pas un lien. Une période. Celle où l'on pouvait penser à ma place, en espérant que je me taise. Mais le piège s'était refermé. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui étais enfermé. Après ce basculement, rien n'a éclaté au grand jour. Il n'y a pas eu de rupture franche, pas de scène définitive. Les conséquences se sont installées autrement, de façon plus diffuse, presque sourde. Comme une marée qui change de sens sans faire de bruit, mais qui modifie durablement le paysage. Les échanges familiaux ont pris une autre tonalité. Les conversations étaient plus courtes, plus prudentes. On choisissait les mots avec soin. Les phrases devenaient hésitantes, parfois maladroites. Je sentais que chacun cherchait sa place dans ce nouvel équilibre, sans savoir exactement où se positionner. L'assurance tranquille avait disparu. À sa place, une vigilance nouvelle.
Certains ont pris leur distance. Non par hostilité, mais par inconfort. Ils ne savaient plus comment me parler. Ils avaient perdu leur repère. Je n'étais plus celle qui acquiesce, qui rassure, qui finit par céder pour préserver l'harmonie. Cette perte de repère les obligeait à se regarder autrement, et ce miroir-là n'est jamais agréable. Halal, d'autres, au contraire, se sont rapprochés. Plus discrètement. Ils posaient des questions, non pour contester, mais pour comprendre. Ils semblaient découvrir une facette de moi qu'ils n'avaient jamais vraiment considérée. Celle d'une femme qui pose des limites sans hausser la voix. Ces échanges-là étaient rares, mais précieux. Ils prouvaient que tout n'était pas figé. On a commencé à dire que j'étais devenue distante, que je n'étais plus la même. J'ai accueilli ces remarques sans me défendre. Changer n'est pas toujours se durcir. Parfois, c'est simplement cesser de s'effacer. Je n'avais pas perdu mon affection. J'avais cessé de la laisser être utilisée comme un levier. Ah, mon quotidien, lui aussi, s'est transformé. Je ne me sentais plus pressée de répondre. Je prenais le temps. Je choisissais mes silences comme je choisissais mes paroles. Cette lenteur nouvelle n'était pas de l'indifférence. C'était une manière de me respecter. Et ce respect-là, je ne l'avais jamais autant ressenti. Il y a eu des moments de solitude plus aigus, des dimanches plus silencieux, des absences qui faisaient mal. Je ne les nie pas. Mais cette solitude n'avait plus le goût de l'abandon. Elle était le prix d'un recentrage. Et je savais, au fond de moi, que remplir ces vides par peur aurait été bien plus douloureux à long terme. Je me suis surprise à respirer différemment. Mon corps semblait comprendre avant moi que la menace s'était éloignée. Les tensions accumulées se relâchaient. Je dormais mieux. Je n'avais plus cette sensation constante d'être observée, évaluée, jugée sur ma capacité à céder. Je continuais à tenir mon carnet, mais il restait souvent fermé. Les pages blanches n'étaient plus inquiétantes. Elles signifiaient simplement que je n'avais plus besoin de tout consigner pour me protéger. Le cadre posé faisait son travail. Silencieux. Efficace. Je réfléchissais souvent à ce que ces conséquences révélaient. Elles mettaient en lumière une vérité inconfortable. Certaines relations tiennent tant que l'un accepte de s'effacer. Quand cet effacement cesse, l'équilibre se rompt. Chez l'autre, ce n'est pas une tragédie, c'est une clarification. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui s'était distendu. Pas par orgueil, mais par lucidité. Forcer un retour à l'ancien équilibre aurait signifié renoncer à ce que j'avais construit. J'ai accepté que certaines distances soient nécessaires, que le temps ferait peut-être son œuvre. Ou pas. Ce que je ressentais, au fond, n'était ni de la fierté, ni du regret. C'était une cohérence nouvelle. Mes actes correspondaient enfin à ce que je ressentais depuis longtemps. Je n'étais plus en contradiction permanente avec moi-même. Et cette cohérence était devenue une force tranquille. Ils avaient pensé que consulter me rendrait plus fragile, plus dépendante. Ils découvraient que cela m'avait rendue plus stable. Là, les conséquences étaient là, visibles et invisibles. Elles n'étaient pas toutes confortables, mais aucune n'était injuste. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, je n'aurais plus à me trahir pour préserver une paix de façade. Ce nouveau silence, choisi et encadré, n'était plus une absence. Il était devenu un espace où je pouvais enfin exister pleinement. Avec le temps, quelque chose s'est apaisé en moi. Pas d'un apaisement euphorique, ni d'une joie spectaculaire. Plutôt une stabilité profonde, celle qui s'installe quand on cesse de vivre dans l'anticipation d'un danger diffus. Je ne me demandais plus ce qui allait se décider sans moi, ni quelle discussion aurait lieu derrière mon dos. Cette inquiétude-là avait perdu sa raison d'être. Mon quotidien s'est réorganisé naturellement. Je n'ai pas changé de maison, ni bouleversé mes habitudes du jour au lendemain. Mais j'ai commencé à habiter mon temps autrement. Je choisissais mes rendez-vous, mes déplacements, mes silences. Je n'avais plus cette urgence intérieure à répondre, à rassurer, à prouver que j'étais encore capable. Je savais que je l'étais. Et surtout, je savais que je n'avais plus à le démontrer. Je me suis surprise à retrouver des plaisirs simples, que j'avais laissés de côté, sans m'en rendre compte. Lire longtemps, sans regarder l'heure. Marcher sans but précis. Retrouver des personnes que je n'avais pas vues depuis des années, non par obligation familiale, mais par envie. Ces moments n'étaient pas anodins.
Il me rappelait que ma vie ne se résumait pas à un rôle, ni à une fonction à remplir pour les autres. Les relations, elles aussi, ont continué d'évoluer. Certaines se sont assouplies avec le temps. La tension initiale s'est dissipée, remplacée par une forme de respect prudent. On me parlait autrement. On me demandait mon avis avant d'avancer. Pas toujours avec enthousiasme, mais avec une reconnaissance implicite de ma place retrouvée. Cette reconnaissance n'était pas chaleureuse, mais elle était réelle. D'autres relations, en revanche, se sont éloignées durablement. J'ai accepté cela sans lutter. J'avais compris que certains liens ne survivent pas à la fin de l'effacement. Ils se nourrissaient d'un déséquilibre que je n'étais plus prête à entretenir. Cette perte avait un goût amer, mais elle n'était plus douloureuse. Elle faisait partie du chemin. Je me suis aussi rapprochée de personnes qui ne me connaissaient pas à travers mon histoire familiale. Des rencontres simples, sans attente cachée. Avec elles, je n'avais rien à expliquer. Donc je pouvais être là, telle que j'étais, sans justification. Cette neutralité bienveillante m'a profondément apaisée. Elle m'a rappelé que l'on peut être reconnu, sans être défini, par son passé. Physiquement, je me sentais différente. Mon corps n'était plus en alerte constante. Je respirais, plus profondément. Mon sommeil était plus réparateur. Je n'avais plus cette sensation de menace diffuse qui s'installe quand on se sent observé, évalué, jugé sur sa capacité à céder. La sécurité que j'avais construite n'était pas seulement juridique. Elle était devenue intérieure. Je continuais à penser parfois à ce qui aurait pu arriver si je n'avais rien fait. Cette pensée ne m'angoissait plus. Elle me servait de rappel. Un rappel de la fragilité des équilibres fondés sur le silence. Contraint. Un rappel aussi de la force que l'on découvre quand on accepte de sortir du cadre imposé. Vieillir, je le comprenais mieux maintenant, n'est pas seulement une accumulation de pertes. Mais c'est aussi une période de clarification. On ne peut plus se permettre de vivre dans le flou. On choisit ce qui mérite encore notre énergie. On renonce à plaire, à tout prix. On apprend à dire non sans colère, mais sans trembler. Je ne me sentais ni dure, ni fermée. Je me sentais alignée. Mes décisions correspondaient enfin à mes valeurs. Je n'avais pas résisté pour dominer, ni pour punir. J'avais résisté pour rester debout, dans un espace qui me respecte. Et cette posture, une fois adoptée, ne demandait plus d'efforts constants. Elle était devenue naturelle. Ils avaient cru que consulter me rendrait dépendante, fragile, isolée. Ils n'avaient pas compris que cela me rendrait libre. Aujourd'hui, je regarde l'avenir sans crainte particulière. Je ne sais pas ce qu'il me réserve. Mais je sais que ce qui me concerne ne se décidera plus sans moi. Cette certitude n'est pas bruyante. Elle n'a rien de triomphal. Elle est simplement là, solide, ancrée. Cette nouvelle vie n'est pas parfaite. Elle est parfois plus silencieuse. Mais ce silence n'est plus une absence. Il est devenu un espace de respiration, un lieu où je peux penser, choisir, exister sans pression. Et dans cette vie retrouvée, je n'ai plus besoin de me cacher pour être en paix. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne cherche plus à comprendre qui a commencé, ni à compter les torts. Cette comptabilité-là m'aurait enfermé dans une histoire sans fin. Ce qui compte, c'est le point où je me tiens désormais. Un point stable, clair, où je n'ai plus besoin de me justifier, d'exister, ni de décider. Ils ont longtemps cru que je finirais par accepter, pas par conviction, mais par lassitude. Ils misaient sur l'usure, sur cette fatigue particulière qui s'installe quand on doit sans cesse expliquer, rassurer, prouver. Ils pensaient que le temps ferait pour eux ce qu'ils n'osaient pas imposer frontalement. Ils se trompaient sur une chose essentielle. La fatigue n'éteint pas toujours la volonté. Parfois, elle la précise. Consulter n'a pas été un acte de rupture. Cela a été un acte de continuité. La continuité de ce que j'ai toujours été, même quand on a cessé de le voir autour de moi. Une femme capable de décider, de comprendre, d'assumer. La consultation n'a pas effacé ma famille de ma vie, elle a simplement remis chacun à sa place. Et la mienne, je l'avais perdue de vue, sans m'en rendre compte. Il y a eu des silences après cela, des silences lourds, parfois inconfortables. Mais j'ai appris à ne plus les craindre. J'ai compris que le silence n'est pas toujours un vide à combler. Il peut être un espace de vérité, un espace où l'on cesse de jouer un rôle pour simplement être soi. Je n'ai pas cherché à convaincre ceux qui ne voulaient pas entendre. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui reposait sur mon effacement.
J'ai accepté que certaines relations changent, que d'autres s'éloignent. Ce renoncement à là n'a pas été une défaite, il a été une protection. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu sans parvenir à le nommer. À qui l'on parle d'avenir comme d'un dossier à organiser. À qui l'on demande d'être raisonnable, conciliant, patient, jusqu'à disparaître un peu. À eux, j'aimerais dire qu'il existe toujours un moment où l'on peut encore reprendre la parole. Même tard, même doucement, même sans bruit. Vieillir ne signifie pas devenir secondaire. Cela signifie, au contraire, devoir affirmer plus clairement ce qui allait de soi auparavant. Le droit d'être informé. Le droit de dire non. Le droit de prendre le temps. Le droit de décider tant que l'on est en capacité de le faire. Mon âge n'a jamais été mon point faible. Il a été la somme de mes expériences, et donc de ma lucidité. Aujourd'hui, je vis avec une vigilance apaisée. Je ne suis pas dans la méfiance permanente, mais je ne suis plus dans l'abandon de moi-même. Je choisis mes mots. Je choisis mes silences. Je ne laisse plus la peur décider à ma place. Cette liberté-là n'est pas spectaculaire. Elle est profonde, ancrée, presque tranquille. Quand je ferme les volets le soir, je n'ai plus cette sensation d'être en sursis, d'attendre qu'une décision me tombe dessus. Je sais que ce qui devait être protégé l'a été, que ce qui devait être écrit l'a été par moi. Et cette certitude m'accompagne comme une paix sobre, sans triomphe, sans revanche. Si cette histoire devait laisser une trace, ce ne serait pas celle d'un conflit familial, ni celle d'une victoire juridique. Ce serait celle d'un basculement intérieur. Le moment précis où j'ai compris que continuer à me taire par peur aurait été une trahison plus grave encore. Ma famille a comploté, pensant agir pour mon bien. Moi, j'ai consulté, pour rester fidèle à moi-même. Et s'il ne devait rester qu'une phrase de tout cela, une phrase simple, offerte à celles et ceux qui hésitent encore. Parler ou à agir, ce serait celle-ci, que je porte désormais sans trembler. Le silence peut aussi être une forme de justice.